Bonjour, bienvenue à Flash Québec. On est ici pour un événement spécial, le lancement du livre de Bruno Forêt. Alors Bruno, bonjour. Bonjour, Ça va Brigitte. bien? Ben oui, très bien, toi? Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, vraiment. Vraiment. Je suis contente de venir te voir pour le lancement de ton livre, Les canaux tremblés. En fait, tu nous parles de la construction, l'entreprise, de la construction des canaux en toile du lac Saint-Jean, c'est ça? C'est ça, ton oui. livre, c'est ce qui concerne? Oui, oui. OK, c'est bon. Je sais que, en fait, tu es un petit gars qui vient de Montréal, c'est ça? À l'origine, oui. À l'origine de Montréal. Et ça fait combien d'années que tu habites à Tadoussac? Ça fait 5 ans maintenant que je suis à Tadoussac. Ça fait 5 ans que tu es à Tadoussac? Oui. OK. Je sais que tu es un passionné d'histoire, tu es un passionné de nature. Et dans le fond, ce que tu fais, ce que tu vas faire, là, dans le fond, nous démontre vraiment ta passion pour ça. Si je te dis juste comme ça, j'aurais dit oui, mais j'étais trop jeune. Oh mon Dieu! Ça fait longtemps. J'aurais voté oui, mais j'étais trop petit. Oui, c'est ça! Oui, J'aurais été mon Dieu. oui, mais j'étais trop petit. Oui, ça a été, mon Dieu, une expérience marquante de ma jeunesse. J'avais 18 ans. C'était quelle année? Ça, c'était 2010, je pense. 13, ça se fait-tu? Avant ça. Je pense que c'était 2010. En tout cas, je sais pas, là, mais c'est que je voulais juste te faire rire avec ça. T'es tombé là-dessus. Bonne recherche, bonne recherche. Le cégep aussi, tu as fait la tournée des cégeps pour la loi 101. Oui, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au cégep, j'étais assez impliqué là, dans des petites organisations comme ça. Ben, moi, j'ai vu ça. Ouais. Puis aussi, quand je te parle de la grande traversée avec la Nouvelle-France. Oui, ça, c'est en 2016 qu'on a fait la grande traversée. L'émission a été diffusée en 2017, mais on a traversé l'Atlantique en voilier dans les conditions du 17e, 18e siècle. Alors, ça fait longtemps que la mer t'intéresse. Oui, la mer, les navires, les canaux, tout ce qui flotte, finalement. Ça, hein? Puis l'histoire à travers ça, je trouve que la navigation... L'histoire de la navigation est tellement riche, puis a tellement de différentes facettes. Puis c'est des histoires de métier, des histoires de savoir-faire, mais ça facilement, quand on parle de voilier, quand on parle de canot, c'est des symboles qui sont au-delà d'un savoir-faire spécifique. Même des gens qui sont jamais allés en mer, quand ils voient l'image d'un voilier, ça évoque la liberté, ça évoque le voyage, l'aventure, le monde. C'est un peu ça pour les canots aussi, je pense. C'est des symboles qui sont riches. C'est ça peut-être aussi qui m'attire là-dedans. Bien, c'est ça. En tout cas, on sent que c'est ta passion, là, on le voit. J'aimerais ça que tu m'expliques, dans le fond, ça a commencé comment, toute cette histoire-là, de penser à écrire un livre? Peux-tu me parler de tout ça? À l'origine, c'est une histoire qui remonte. C'est toujours difficile de trouver le point d'origine parce que il y a plein de choses dans ma vie qui m'ont amené là, mais pour vraiment ce livre-là sur les canaux tremblés, ça a commencé en 2021 quand j'ai acheté un vieux canot de toile usagé à Saint-Félicien au lac Saint-Jean. Puis en l'achetant, je suis tombé dans une espèce de tunnel d'histoire là, où la femme qui me l'a vendu s'est mise à me parler de l'histoire de son canot. Puis ensuite, j'ai retracé les artisans qui l'avaient construit. Puis en allant les voir, ces artisans-là, parce que ça m'intéressait, j'étais passionné, je me suis rendu compte que c'était une histoire qui remontait à très loin, finalement, au tout début du 20e siècle. Il y avait la colonisation du lac Saint-Jean qui passait dans cette histoire-là. Il y avait les dernières années du nomadisme Innu de Mastoyatch aussi, les Inuits ont utilisé ces canaux-là. Fait que c'est un pan d'histoire, finalement, qui ressortait à travers une compagnie oubliée de construction de canaux. Alors là, ça allume une flamme en toi, là. Oui, voilà. Puis moi qui aime les canaux, qui aime l'aventure, je me suis dit, ben là, il y a un filon pour peut-être raconter quelque chose à travers, encore une fois, le symbole du canot. Il y a moyen de raconter quelque chose de plus vaste. OK, mais là, qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, tu as rencontré la madame, elle t'a parlé un petit peu de ça, mais là, qu'est-ce qui, après, t'a poussé à poursuivre puis à dire, là, je fais des recherches puis j'écris un livre? Mais j'ai retracé, en fait, par intérêt, j'ai retracé les 5 artisans. C'est peut-être pas les derniers, mais ma foi, il n'y en a pas beaucoup d'autres, des artisans de cette compagnie-là qui sont encore actifs. Puis là, je les ai retrouvés. Puis spontanément, j'ai fait avec eux des entrevues que j'ai enregistrées. Puis
Puis en les écoutant, c'était un monde qui ressortait. Même la façon qu'ils avaient de s'exprimer, ils racontaient leur jeunesse, ils racontaient le temps des canaux, l'époque où ils partaient avec des remorques pleines de canaux de toile pour aller les vendre dans les communautés autochtones. Il y avait une espèce de nostalgie qui entourait cette histoire-là. Fait que j'ai enregistré ces histoires-là, puis c'est comme si c'était presque je l'ai vu pendant quelques temps comme une erreur, presque d'avoir fait ça, parce que j'avais pas de projet précis, puis je me disais, mais là, je suis porteur maintenant de ces récits-là que j'ai en banque, tu sais. Puis c'est une responsabilité qui vient de me tomber dessus, parce que c'est trop important dans l'histoire, on peut pas laisser tomber ça, fait qu'il va falloir que je fasse quelque chose avec ça. Fait que c'est ça qui m'a poussé finalement, quand j'ai eu le temps à mobiliser toute mon énergie pour écrire ce livre-là. Puis là, évidemment, il y avait les entrevues, mais après, ça a été de la recherche aussi plus historique là, dans les archives, les registres paroissiaux, les vieux journaux, pour vraiment aller chercher le cadre autour de l'histoire des canaux de OK, Tremblay. alors tu as dû passer probablement, tu peux quand même chercher de Tadoussac, mais tu as quand même sûrement dû passer beaucoup de temps à Saint-Félicien pour pouvoir faire tout ça. Oui, évidemment, les sociétés d'histoire de Saint-Félicien, du domaine du roi, de Mastéouliatch ont été importantes. Heureusement, aujourd'hui, en ligne, avec les archives numérisées, avec la BANQ, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut trouver sur Internet. Fait que ça m'a permis de faire beaucoup de recherches à partir de chez nous. Mais il y a eu forcément à se déplacer un petit peu pour faire ça. Ça a été, moi, une aventure. Vraiment, l'écriture de ce livre-là a été une aventure pour moi, là, à travers des rencontres, de fil en aiguille. Ça m'a fait contacter des gens, rencontrer des personnages hors du commun. Ça serait l'histoire des canaux Tremblay, c'est une histoire, mais l'histoire de comment je l'ai retracée est évoquée, mais pas complètement racontée là-dedans. Mais moi, c'est une aventure formidable que j'ai vécue. En fait, ça pourrait devenir un film ou un documentaire. Oui, ça serait, il y aurait matière. Est-ce que c'est un projet que tu aimerais réaliser, ça, plus tard? À propos des canaux Tremblay, spécifiquement, c'est pas un projet. C'est pas que ça serait pas intéressant, c'est que j'ai pas. Faut choisir ses batailles. T'es pas rendu là. Ben, c'est que le livre, je pense que le livre est quand même. Puis le livre est construit un peu comme ça aussi, dans la mesure où c'est à la fois l'histoire des canaux, mais aussi il y a des longs segments où j'avais rien à rajouter à ce que les artisans disaient. Fait que j'ai juste intégré leurs citations parce qu'il y avait une façon de dire les choses qui était plus belle que ce que j'aurais pu reformuler. Ah, salut! Salut! Mon vieux chum! Mon vieux chum! Salut! Ça va bien? Ben, moi aussi. Gros souvenir. Ben, 2000. 90. On a commencé les moules, tu te rappelles? Oui, en 87. On avait commencé dans l'automne à faire des trains. Puis les Oui. moules étaient prêts. Puis dans le printemps, c'est marqué après le mule. Ah, tu l'as marqué? Oui. Ah, OK. Après le code du châssis. Des souvenirs. La date qu'on avait ouvert. Ah, OK. Puis, mais des photos, là, je n'ai pas bien. Ben, moi non plus. Faudrait que je pourrais peut-être bien t'en donner. Je vais toi, puis Rodrigue Bergeron. Bergeron. Avec le gros 24 pieds. Oui, avec le oui, gros 24 oui. pieds blancs, puis Réal Lambert. Mais ça prend des avions de boulot. Regarde, t'as-tu remarqué? Il ne fait pas de cordon figuré. Non, c'est correct pour Parce que éclairer l'eau. l'épaisseur. Éclairer l'eau aussi. Oui, l'épaisseur, ça donne plus de force. Oui. Ça donne plus de force un peu. T'aurais dû arrondir tes cordons avant. Ouais, mais on va les Ouais. arrondir avec T'aurais dû les arrondir avant de les poser. Ouais, mais... Tu vas te faire de l'ouvrage, hein, d'accord? Tiens, des petits... Non, en fait, ils sont bien corrects. Ils vont peser en moyenne pas loin de 100 livres. Ouais. Mais si tu fais double fond, là, tu sauves ta toile. Ben, je vais y en faire. Moi, je ferais double fond, d'accord? Fais bien comme tu voudras. Non, on va y faire. Moi, c'est mon idée parce que ça va être meilleur, pas mal. Ouais, Oui. Des doubles fonds. Puis là, t'as mis les bords plus proches, fait que ça, ils peuvent mettre plus de Ben, bagages c'est ici. ça, là, Ouais, pour le bagage. là, c'est pour ses drums, là. Ouais. Parce qu'il charge des drums. Puis lui, dans le bout de ses canaux, là, il met Roger des comment il appelle ça, des ballons. Mais là, j'ai été me chercher des cordons de cèdre de Colombie. Ouais. Elle l'a essayé. Puis, Attends un peu, ils sont pliés, là, ils sont pas posés encore. Non, ils sont pas pires. ouais, ils sont beaux. Parce qu'au prix qu'ils sont là, Roger. Ouais, faut pas que t'es casses. Non, mais je les ai pliés, puis... Chauffe-les beaucoup. Ouais, je les ai pliés, là. Puis, regarde, ils sont dehors sur le moule. T'es fait gros, hein, Christophe? Non. Ouais, là. faut que t'es planes. Ah, ouais, là, Ouais, parce qu'ils sont qu'ils vont beaux. en sortir un petit, Ouais. un pouce, puis après Ouais. ça, un Mais pouce. tu passeras à toupie par en dessous tout de suite. Non, non, oui. T'as oublié ça. Ah non, c'est pas grand-chose, mais c'est ça pareil.
Oui. Ça, des fois, là, il en passe une planche. Il est beau, par exemple. Oui, il Ah en ouais. passe une planche, qu'un gars. Il est beau, hein, ça, là, Christophe. c'est pas... C'était dans le site, ça. Et mon doudou. Oui, ça fait qu'il Pose pas ça. Non, non. Et- Il y en a quelques planches de même. Ouais, faut pas que tu poses ça. Oui. Puis son vache de bois, là, hein, Rové. Hein? Sais-tu c'est quoi? Non. Il y a C8. Des planches qui ont C8. Oh. Ça fait que je suis pas capable de sortir 4 planches, je sors 4 planches de bordée. Ouais. C'est mieux ça, Rové, parce Ouais. que quand dans le 2 pouces et dans le 3 pouces, là, Ouais. regarde ici, là, on n'en remettra pas de 4 pouces. Là. 3 pouces. Ah, tu l'as mouillé, hein? Bon. Ah ouais, t'as bien fait. Ah C'est ouais. ça qu'il faut faire parce que lui, là, c'est comme s'il serait à l'eau. Là. Il est collé après l'autre. Ça prend des vrais avirons, puis solides, parce que bien souvent, ils servent de près. Ouais, Puis... comme moi, je me fais quand... Ouais. Regarde, quand je fais un aviron, Rové, regarde. Fait que c'est un peu ça, le documentaire, c'est ce livre-là. Il y a un autre documentaire qui s'en vient toutefois à propos de l'expédition qu'on va faire dans les canaux tremblés qu'on va construire. Fait que ça, c'est un autre projet. Puis on va les c'est un voir, les autre artisans projet, là-dedans. mais justement, je voulais t'en parler parce que tout à l'heure, c'est sûr, je vais prendre des images. Tu vas nous parler du livre, tu vas nous parler d'un petit peu de tout ça. Puis je sais que dans le fond, ce qui s'en vient, c'est quelque chose qui est encore, ben, moi, je trouve gros, énorme, là, un méchant beau rêve que je crois que tu vas réaliser. C'est à la mer du Nord, donc dans le fond, une expédition que vous allez faire partir de Tadoussac jusqu'à la baie James. Ouais. Donc, tout retracer la route des fourrures, c'est ça mais OK, mais dans le fond, tu peux-tu m'en parler? Comment ça a commencé, cette idée-là? Tu à partir de justement les canaux ou ça part d'où? En fait, cette idée-là était déjà présente. C'est un rêve d'adolescence. Grosso modo, là, si je dois retracer d'où ça vient, c'est presque... Je n'entrerai pas dans les détails ésotériques, là, mais c'est un rêve qui m'habite vraiment très fortement. Puis je pense que quand j'étais adolescent, c'est peut-être en lisant Les aventures de Louis Joliette, le découvreur du Mississippi, qui a aussi fait cette route-là. Si je ne fais pas erreur, c'est en 1679. Que le coureur de bois Louis Joliette a fait le voyage de Tadoussac à la baie James dans le contexte à l'époque de rivalité entre les Français et les Anglais. Puis les Français voulaient envoyer des gens parce que les Anglais développaient la baie du Thon, puis bref. Fait que, en lisant Les aventures de Louis Joliette, je pense que j'ai commencé à rêver de ce grand trajet-là qui m'apparaissait comme le plus beau voyage en canot qu'on peut faire sur le territoire québécois, du moins. Puis, de fil en aiguille, ben là, ma vision de l'histoire s'est complexifiée. J'ai pris conscience de l'immense importance que ce chemin de canot-là avait pour les Inuits, pour les Cris. Il y a tellement d'histoires différentes qui se croisent sur cette route-là. Fait que dans ma tête, ça devient un peu le chemin de Compostelle du Québec. C'est un chemin où, en naviguant là-dessus, c'est pas une expédition comme d'autres peuvent faire pour être les premiers à explorer quelque chose, les premiers à marcher sur la Lune, les premiers à gravir l'Everest. Au contraire, on est les derniers d'une longue lignée, puis c'est ça qu'on veut aller chercher. En fait, c'est ça. Tu veux aller revivre l'histoire vécue par tant de personnes qui l'ont fait. C'est ça. Puis leur rendre hommage et témoigner aussi au travers de notre aventure. On va pouvoir attirer l'attention des Québécois, puis plus largement sur l'immense richesse historique de ce chemin-là. OK. Dans le fond, vous allez faire ça en canot, c'est évident, comme tu l'as expliqué. Les canots, dans le fond, sont construits par la compagnie? Par qui? La compagnie n'existe plus, les Oui. Canots Tremblés, mais c'est les derniers artisans de cette compagnie-là, dont le plus jeune a 80 ans aujourd'hui. Puis c'est Rodrigue Pelcha, qui est l'artisan qui avait encore les moules pour construire les canots, puis les équipements chez eux. Puis donc, c'est lui vraiment l'artisan qui s'occupe de la construction des canots avec les conseils quand même de son ancien contremaître Roger Jacques, aujourd'hui qui a presque... Sa vue a beaucoup baissé, là, fait qu'il n'est plus en mesure de construire, mais il est quand même toujours là pour donner les conseils orientés un petit peu. Puis moi, j'ai mis la main à la pâte pendant l'été pour apprendre, puis pour aider aussi M. Pelcha. Puis là, il y a d'autres personnes qui vont se joindre un peu, mais c'est vraiment... Puis c'est selon les savoir-faire des Canots Tremblés. Fait que c'est pour l'instant, à ce jour, ça va être les derniers Canots Tremblés construits. Là. On en a 6 de construits cet été qui sont en cours de... On va les terminer pendant l'hiver. Et puis en fait, c'est-tu 6 pour l'expédition ou c'est plus? Pour l'expédition, c'est 6 Canots Tremblés. OK. Après... Là, je suis en discussion avec différents partenaires. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par cette aventure-là. Tu sais, ça va dépendre de bien des choses, dont le financement, là, mais si, par exemple, les passionnés, les crinqués voulaient venir avec leur propre canot de plastique, puis par certaines sections, on va avoir peut-être des petites flottes de canots qui vont se joindre, faire un petit bout de chemin. Ça pourrait devenir un projet de très grosse envergure. Après, il y a ce que moi, je vais prendre en charge dans l'organisation de l'expédition.
puis il y a ce que des gens vont ajouter. OK. Fait que moi, ce que je prends en charge, c'est 6 canots. 6 canots, 12 personnes. Comment tu ouais. les as sélectionnés, ces 12 personnes-là? C'est encore en cours. Pour l'instant, sous toute réserve, parce que c'est toujours une discussion, là, mais probablement que ça va être des ambassadeurs de différentes réalités régionales. Fait que là, on va avoir un canot de Tadoussac. Il y a des gens, encore une fois, sous toute réserve, là, mais probablement de l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi, des gens du Cégep de Saint-Félicien, des gens de Mastéouyatch, puis des gens de Misticini, des cris de Misticini, qui vont participer à l'aventure pour qu'on ait vraiment un regard cri, un regard Innu, un regard du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour que ces gens-là vraiment contribuent avec leur propre récits, histoires familiales et autres, ou juste leurs expertises. Mais c'est merveilleux. Mais dis-moi, là, c'est bien beau tout ça, de partir de Tadoussac puis de se rendre là-bas. Mais le trajet, il se faisait, OK? Mais là, la nature, ça change. Comment t'as fait pour planifier tout le trajet en te disant, bien, peut-être que la nature a fait des choses, a brisé des affaires. Je ne sais pas si on va être capable de passer là. Je ne sais pas si on va faire ça. Comment tu t'organises avec ça? Mais déjà, pour retrouver le trajet avec des vieilles cartes, avec des vieux journaux d'explorateurs, d'arpenteurs, de prospecteurs, j'ai quand même réussi à retracer de façon assez précise exactement par où le chemin passe, où sont même les vieux portages. Dans quel état ils sont aujourd'hui, c'est difficile à dire. Mais puis moi, dans les dernières années, j'ai exploré toutes les sections en canot, un petit peu en kayak pour quelques sections de ce trajet-là entre le lac Ashuapmushuan et Tadoussac. Fait que j'ai fait la prospection des différents chemins. Après le lac Ashuapmushuan, donc là, c'est au nord du lac Saint-Jean, en allant vers Chibougamau. Après, on tombe dans l'inconnu. Encore une fois, il y a quelques sections que je suis allé voir pendant l'hiver, voir en raquette, des passages, tout ça. Fait que moi, ça fait des années que je planifie ce chemin-là. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont prévues, mais on ne peut pas tout prévoir. C'est ça, ça serait pas l'aventure non plus. Ben non, c'est ça qui est le fun, dans le fond. Fait qu'il va y avoir des moments où on va arriver, puis le portage va être complètement recouvert par la forêt. Il va y avoir des moments où on va arriver, puis l'eau va être trop basse dans la rivière. Il va falloir qu'on... Ouais, c'est ça, dans le fond, vous ne savez pas pantoute. Non, c'est ça. Ça va être difficile. Ça va être les canaux sont-ils lourds? C'est difficile pour le portage? Tout est relatif. Ils sont pas... Mettons, par rapport aux standards moyens d'un canot, ils sont pas spécialement ni lourds ni légers. Ils sont à peu près... C'est à peu près comme un canot moderne. Un coup mouillé, un canot de toile, ça peut être prendre un peu de poids parce que ça s'imbibe un petit peu d'eau. Mais c'est pas un problème plus que pour une expédition moderne. Okay. Après, c'est sûr, c'est lourd à la longue parce que tu les portages beaucoup. Oui, c'est ça. Puis au niveau des bagages, ça doit être très restreint aussi. C'est ça, c'est restreint. Puis c'est toute une logistique. Là. Il y a certains éléments de l'expédition qui vont être traditionnels, comme les canots ou même les méthodes de portage avec des sacs de portage plutôt que les barils de canot camping modernes. Okay. Pour des raisons à la fois, on chemine dans l'histoire, mais aussi parce que souvent, ce type de voyage-là, très long, à contre-courant, avec des longs portages, tout ça, plus personne ne fait ça aujourd'hui. La dernière fois que ça s'est fait, c'était à l'époque où les gens utilisaient ce genre de matériel. Fait que c'était le bon matériel, finalement. Après, on n'a pas de soucis non plus, on ne sera pas déguisé en Nouvelle-France. C'est une expédition moderne, mais avec certains éléments qui évoquent le pèlerinage. Ah, ça va être merveilleux, ça. Puis, est-ce qu'on va pouvoir suivre ça? Comment on va pouvoir suivre cette aventure-là? Bien, c'est là tout l'important. Je ne dirais pas la raison d'être, parce qu'en soi, l'expédition, on veut la faire, ça va être passionnant, mais c'est sûr que cette expédition-là existe pour être partagée avec le grand public. C'est pas juste pour 10 ou 12 personnes, c'est pour que le Québec puisse bénéficier. Ça serait dommage. C'est moi, ça. Ce serait vraiment dommage. C'est ça. Mais pour l'instant, les moyens de partage qui sont prévus, là, il y a déjà, on va s'arrêter dans 13 villes, villages, communautés le long du chemin, à partir de Tadoussac en allant jusqu'à Waskaganish, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le nord du Québec. On va s'arrêter puis rencontrer les gens, faire des activités, parler de notre voyage, montrer nos cartes, notre matériel, faire essayer nos canots pour que les gens puissent vraiment faire une fête puis célébrer leur histoire régionale. Après ça, on a aussi un film documentaire qui va être tourné pendant le voyage. On va évidemment partager par les réseaux sociaux en direct là, tout ce qui va nous arriver. Sur votre page à la mer du Nord? Sur notre page à la mer du Nord 2025, sur Facebook, Instagram. Fait que, à la fois notre histoire, mais en même temps, quand on va arriver à tel endroit, ben ça va être l'occasion, notamment en partenariat avec la Société d'histoire de la baie James, on va pouvoir partager des capsules d'histoire sur on est au lac Nicabo, voici l'histoire du lac Nicabo, ici c'est un lieu de rassemblement jusqu'à telle année, ici il y a eu un lieu
etc. Là, OK. Et puis finalement, ben, j'ai pris goût à l'écriture, fait que c'est presque sûr, ou même je dirais c'est sûr qu'aprais l'aventure, moi je vais écrire un livre aussi pour raconter l'histoire de notre expédition. Est-ce que c'est ton premier? C'est mon premier livre. J'en ai un j'ai un livre qui est en cours depuis bien longtemps. Un roman là, que je travaille depuis longtemps, qu'un jour je vais le finir, mais ça, j'ai pris une pause dans mon ancien projet d'écriture pour me consacrer à ça parce qu'il y avait urgence. Mais c'est mon premier livre publié, oui. OK. Ah, mais c'est bien. Puis là, ben, il va en avoir un autre. Puis en plus, c'est ça, mais ma question était, avec justement tout ce que vous allez faire de documentaire, ces choses-là, que vous allez filmer, tout ça, c'est du matériel qui pourrait vous servir comme après, justement, peut-être pour, ben, justement, faire des documentaires. Comme tu dis, tu veux réécrire un livre, aller enseigner ça à quelque part. Ben oui, aller dans les écoles, parler avec les jeunes en particulier. Je pense que c'est le genre d'aventure, quant à moi, qui est importante à partager avec les jeunes au moment où ils ont le plus le sens de la découverte, tout ça. Puis pas juste ça, puis de connaître ce qui s'est passé au Québec. Puis ben oui. je veux dire, ça va être riche au niveau de l'apprentissage, beaucoup plus que ce qu'on enseigne juste dans des livres d'école. Ben oui, c'est ça. Puis c'est aussi, c'est un peu ça aussi l'idée, c'est la grande saga des nomades et des coureurs de bois qu'on retrace. Puis quant à moi, c'est le modèle. Si je peux identifier comme le D'Artagnan des Français ou Indiana Jones ou les cowboys, je sais pas trop, ben, nous, les Québécois, on a la figure du coureur de bois pour nous inspirer, qui est par définition un personnage qui est curieux, qui s'intéresse à l'autre, c'est pas un guerrier, il n'y a pas un revolver dans les mains, il y a un aviron. Il lutte contre l'adversité des éléments, mais c'est un pacificateur puis un négociateur plus qu'un conquérant. C'est quelqu'un qui s'adapte à toutes les circonstances. C'est ça, très humain. C'est ça. Fait que pour moi, évidemment, il y a une part de mythe, de légende là-dedans, mais si on doit choisir nos mythes, c'en est un que je trouve qu'on devrait promouvoir bien plus au Québec, parce que c'est peut-être c'est le chemin, c'est un chemin inspirant pour l'avenir aussi, le chemin du canot. Tu as tout à fait raison. Dis-moi, parce que ce beau projet-là, dans le fond, ça coûte des sous. Oui. Vous en êtes où avec votre campagne de financement? Aujourd'hui même, on a atteint 95 dans notre... on a une campagne de socio-financement avec la Ruche Côte-Nord. OK. Fait qu'on a atteint 95 aujourd'hui. Il reste 2 semaines à la campagne. On est quand même très optimiste. Il ne faut pas abandonner jamais, là, mais on est optimiste de ce côté-là. Puis évidemment, ça, c'est dans le fond, cette campagne-là, ça a pour but de recueillir 10 000 Ça, c'est la mise de fonds du projet, parce que c'est un projet qui va coûter plus cher que ça, mais on est en discussion avec des partenaires d'envergure. On a des subventions en attente, tout ça. Des compagnies. Des organismes gouvernementaux, les cégeps, universités, etc. Mais c'est sûr que ça prend toujours une part. Il faut que nous, on fournisse une part. Là, on est capable d'aller la chercher avec ça. Okay. Puis ensuite, avec un peu de chance, je pense qu'on voit aussi, c'est le grand avantage de notre campagne. J'ai fait la carte des contributions. On a des gens partout au Québec, même en Ontario. Ouais, Côte-Nord, Gaspésie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Montréal, Québec, Montérégie. Il y a partout des gens qui nous suivent, qui s'intéressent à notre projet. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut montrer à nos partenaires aussi. C'est dans l'intérêt public. C'est un projet qui n'est pas seulement pour nous, c'est la mémoire du territoire québécois. C'est ça. Puis si les gens veulent donner, veulent contribuer, je sais que vous vendez des choses, mais comment on fait? Ben, sur la page Facebook à la mer du Nord 2025. À la mer du Nord 2025, c'est ça. Je crois qu'il y a les articles que vous vendez toutes sortes de choses, mais si les gens veulent faire des dons, comment on fait? C'est en fait par notre page Facebook, ils peuvent trouver le lien de notre campagne de sociofinancement, mais c'est une page vraiment sur laruche.com, puis après, c'est à la mer du Nord. Oui, j'ai vu. Puis là, c'est ça, on vend des marchandises. Sur la même page, là, c'est possible d'acheter chandails, t-shirts, d'acheter mon livre aussi, puis de faire il y a des contributions symboliques. Vous pouvez recevoir une carte postale de Waskaganish que la brigade va vous envoyer. Vous pouvez avoir votre nom inscrit à la ligne de partage des eaux à la hauteur des terres quand on va arriver là, au point le plus haut du territoire. On va plaquer une liste des noms des contributeurs. Puis il y a moyen aussi tout simplement de faire des dons là, par Internet. C'est bon, je vais aller explorer ça. Je n'ai pas fait ce bout-là encore. Être présent ce soir. Puis je vous remercie beaucoup. Je trouve... Là-dessus, je peux me vanter puisque c'est une partie qui ne relève pas de moi, mais je trouve qu'on peut être d'accord. Je pense que la couverture du livre est magnifique. Et ça, c'est vraiment les éditeurs qui en sont responsables. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ça, c'est le livre dont je rêvais. Merci beaucoup.
Et puis, comme c'est un lancement, le protocole exige que je lise un extrait. Fait que j'ai essayé de trouver un extrait qui rayonnait un petit peu de façon plus universelle, plutôt que de vous lire un petit moment d'histoire de 1982. Là. Fait que c'est le début de la conclusion que je vais vous lire, en espérant ne pas vendre de punch. Hop. Alors voilà, vous allez retomber là-dessus quand vous allez avoir fini de lire le début du livre. Si l'histoire des canaux Tremblay m'a hanté à ce point, c'est parce qu'elle raconte quelque chose de bien plus vaste. Sur un peu moins d'un siècle, la petite manufacture de Roberval, puis de Saint-Félicien, a été témoin de la métamorphose d'un territoire resté vierge pendant les millénaires précédents. Le rôle de cette industrie marginale dans la marche du progrès est ambigu, donc intéressant, je pense. C'est l'histoire du lac Saint-Jean à l'époque de la frontière, celle qui sépare les territoires civilisés par le labour et l'industrie de la nature indomptée. Le canot de toile m'apparaît comme le symbole tout désigné de cette frontière. Mutation du légendaire canot des Corses, il fait le pont entre l'artisanat et les procédés industriels. Dans son usage, il est à la fois l'instrument du nomadisme immémorial et celui de la prospection coloniale. Issu du premier monde, il ouvre la voie au train, aux routes, au développement des villes et de l'industrie. Industrie qu'il remplacera sans état d'âme par la laide commodité des embarcations de fibres de verre, d'aluminium ou de plastique, qu'il remplacera surtout par l'efficacité violente des routes en ligne droite, taillées dans le territoire et sillonnées d'engins au diesel et à l'essence. C'est une histoire tragique, en cela que toujours, les pionniers qui repoussent plus loin la frontière goûtent à l'enivrante liberté du monde sauvage pour 1, 2, 3 générations, puis celle-ci s'estompe et meurt entre leurs bras de défricheurs. Les colons portent en eux le monde qu'ils ont fui, et toujours ils le rebâtissent ailleurs, à l'ouest, au nord. Le mystère qui les a attirés plus loin, toujours ils le percent. Les espaces infinis qui les ont éblouis d'abord, toujours ils les asservissent. Les peuples nomades qui les ont guidés dans l'immensité, toujours ils les trahissent. Reste la nostalgie. Elle est vitale pour que survive ce qui peut encore être sauvé du monde d'avant, le premier. C'est ça l'histoire des canaux Tremblay, l'ascension et la chute d'une manufacture qui ne pouvait exister qu'à la frontière des mondes. C'est aussi une grande histoire d'amour entre plusieurs générations d'artisans et un savoir-faire qu'ils se sont battus pour préserver et pour transmettre, malgré les fatalités économiques, malgré la déloyauté du progrès industriel. Les canaux Tremblay ont une âme. Ils sont l'incarnation matérielle, entreposée dans le garage, inutilisée peut-être depuis des lustres, d'un univers de souvenirs. Ce sont les temps sauvages, les territoires vierges dont on a le souvenir confus quelque part, une expédition de jeunesse, une pêche miraculeuse entre amis, un instant mystique resté au fond de la mémoire. Les années ont passé, les temps changent, mais ça reste, ça brille à l'intérieur, ça ne veut pas disparaître. C'est à cet instant d'absolu vécu au cœur de la forêt qu'on pensera quand sonnera l'heure dernière. Ton livre, on peut se le procurer où? Dans toutes les librairies du Québec, chez les libraires indépendants, sur leslibraires.ca, c'est possible de le commander pour ceux qui n'ont pas accès à une librairie proche de chez eux. Sinon, Renaud-Bré Archambault, parfois, s'il n'est pas en succursale, il faut le commander, mais il est disponible. Okay. Puis aussi, par notre campagne de sociofinancement, c'est possible de l'acheter sur notre page La Ruche. Okay. C'est pas mal ça. Ce soir, il y en a à vendre ici. C'est très beau en passant. Hein? Bien, merci beaucoup. Je suis très content. Je remercie mon éditeur pour ça. Là. Je trouve qu'ils ont fait un beau travail sur la qualité de la couverture. Tout le monde, regarde, je vais le montrer qu'on puisse le voir. Donc, je vous encourage à l'acheter. Puis, en fait, là, je vous souhaite à toi, mais à tous ceux qui travaillent pour toi, parce que je sais que tu n'es pas tout seul dans cette aventure-là. Hein, c'est ça. Beaucoup de gens qui... C'est une aventure. Ce projet est une aventure pour tout le monde. Mais c'est ça, parce que là, je te parle à toi, mais je sais que derrière toi, il y a une énorme équipe qui travaille avec toi, mais tu déploies énormément d'énergie là-dedans. C'est beau à voir. Puis ça paraît que c'est une passion, puis c'est un rêve pour toi. Puis c'est tellement beau de voir ça aller. Puis je te souhaite là, de le vivre à plein, ton rêve, parce que c'est merveilleux. Eh bien, merci beaucoup. Puis bonne chance, puis on va te suivre, puis on a bien hâte de voir la suite. Super, ce n'est que le début, fait qu'il y aura encore à discuter. C'est ça, ça commence, c'est ça, on va se revoir. Oui. Merci. Merci à toi. Bruno. Super.